à nos héritages barbares, le podcast des espaces culturels non officiels et des sagesses anciennes et contemporaines. Et des sagesses anciennes et contemporaines. La chasse aux sorcières et les processus de colonisation. Dans le fond, pourquoi s'attaquer aux femmes ? Pourquoi tu nous parles de la chasse aux sorcières ? Parce que c'est l'un des événements fondateurs de notre monde moderne. Parce que c'est un événement traumatique mal considéré par les livres d'histoire et qui pourtant est emblématique de la lutte acharnée pour l'uniformisation des manières d'être et de penser. Parce que c'est essentiellement des femmes qui ont été tuées. Parce que cet événement marque d'une pierre angulaire la naissance du monde moderne. Mais je voudrais tout d'abord revenir sur un certain nombre d'idées reçues qui entourent cet événement. Idée reçue numéro 1. Les religions monothéistes, et en particulier la chrétienté, sont les ennemis des femmes. Cette idée est tenace et abondamment nourrie par les réflexions des matérialistes contemporains, dans le but de démontrer l'évolution positive des mœurs grâce aux acquis de l'époque industrielle. Dans les faits, la route est encore longue, mais passons. Je vous renvoie à d'autres émissions au podcast féministe, qui dressent le tableau réel de la situation. Combien de fois avons-nous entendu que si notre corps se sent brimé, notre sexualité non épanouie, et que si nous sommes dévalorisés par les hommes que nous rencontrons, c'est à cause de la pensée judéo-chrétienne. La réalité est bien plus complexe et l'origine de la grande tragédie que représente la lutte contre le corps et l'esprit des femmes bien plus ancienne. Regardons un peu l'histoire. Dans les faits, les femmes sont en grande partie à l'initiative du déploiement de la chrétienté en Occident. La plupart des femmes des grands chefs gallo-romains ont poussé leurs maris à la conversion et contribueront ensuite pendant des siècles à l'expansion de l'Église de Rome. Quel était alors leur intérêt ? Au début de l'ère chrétienne, on trouve un très grand nombre de témoignages de femmes actives dans la sphère chrétienne. Et en effet, la chrétienté permettait alors aux femmes d'être respectées en tant qu'individus à l'égal de l'homme. Avant cela, dans l'espace gréco-romain, fortement marqué par une culture patriarcale fondatrice de ces civilisations, les femmes portaient le nom de leur père, puis de leur mari. Elles ne pouvaient sortir sans chaperon, et leur père avait le droit de vie et de mort sur les enfants. En Grèce antique, à certaines périodes, leur statut était inférieur à celui des esclaves. Ces remarques sont moins vraies sur la fin de l'Empire romain, justement en même temps que le début de l'ère chrétienne, à une époque où l'influence égyptienne et le fonctionnement matrilinéaire de l'Égypte font bouger les lignes et baisser l'influence des patriarches romains. Le mâle est supérieur par nature et la femelle inférieure. L'un gouverne et l'autre est gouverné, dit Aristote. La domination des femmes semble être l'un des fondements des cultures indo-européennes. Partout où les cultures indo-européennes se sont installées, de l'Inde à l'Europe, on constate les mêmes dérives patriarcales avec création de sociétés fortement hiérarchisées, tendance à maintenir les femmes dans la sphère domestique, construction sociale non adaptée à l'aspect cyclique féminin et leur infériorisation sur le plan juridique. Depuis la plus haute antiquité, il existe dans l'espace indo-européen des tensions violentes entre deux conceptions socialement opposées. Pour cela, je vous laisse écouter le futur podcast Hermès, Dionysos, Shiva, ces dieux anarchistes qui déstabilisent les empires pour en savoir plus. Pris en étau entre la poussée barbare au nord, peuple dont les fonctionnements sociaux sont fortement marqués par des transmissions d'héritage matrilinéaire et par une culture des matriarches, et les changements culturels venus du Moyen-Orient et d'Égypte, l'Empire romain finit par s'écrouler en même temps que ses certitudes patriarcales. Dans l'inconscient collectif, la fin de l'Empire correspond à un temps de décadence. Méfions-nous du pouvoir des femmes, n'est-ce pas ? Deux courants dominent le tout début de la chrétienté. Un courant égalitariste et individualiste, qui vise à donner les mêmes droits et obligations aux hommes et aux femmes. Et un courant fortement marqué par la mentalité indo-européenne, que l'on retrouvait alors chez les patriarches juifs et romains, qui a tendance à fortement hiérarchiser la société et à dominer les femmes. L'exemple d'Hippatie d'Alexandrie est caractéristique de la difficulté pour une femme de s'affirmer dans un milieu païen et chrétien fanatique. Hippatie a fait ses études, ce qui était relativement rare pour une femme grecque à cette époque, et qui peut s'expliquer par l'ouverture d'esprit qui régnait alors à Alexandrie où elle est née
et par la culture néo-platonicienne de sa famille. Son influence est telle qu'elle sera assassinée par des chrétiens faisant partie de la branche fanatique du christianisme. Ces mêmes chrétiens se seront avant cela attaqués aux juifs et aux chrétiens jugés hérétiques. Les deux courants qui traversent la chrétienté, l'un en faveur d'une société plus égalitaire, du respect de l'individualité des femmes et des hommes, et un autre courant en faveur d'un ordre social hiérarchisé, de la domination des femmes et de leur corps, sont simultanés. Les femmes séduites par le premier courant vont aider à la propagation de la foi chrétienne, puis peu à peu le christianisme va se politiser pour servir des intérêts étatiques et mercantiles. Enfin, le matérialisme spirituel va s'emparer des textes dont le souffle créatif va être figé dans des images dépossédées de leur charge vibratoire pour devenir des histoires moralistes qui conditionnent les mentalités. Pour cela, je vous renvoie au podcast « Quand Ève n'était pas encore une femme ». Les textes écrits à partir de l'espace du monde imaginal vont être traduits dans un mode de pensée de plus en plus rationnel et discursif, alors que les textes originels sont poétiques et intuitifs. Ils sont hermétiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement compréhensibles par la raison et ne doivent pas être pris au pied de la lettre, mais demandent une lecture par analogie pour mettre en lien différents éléments dont les signifiants vont se répondre sans fin pour une vision plus poético-spirituelle que réelle du monde. Bref, le truc à comprendre, c'est que les femmes avaient une position sociale subalterne bien avant l'époque judéo-chrétienne. Au début, la chrétienté s'est présentée comme une véritable révolution, libérant les femmes, les esclaves et considérant aussi les droits de l'enfant et des animaux. Puis petit à petit, au fur et à mesure que les États se sont développés, le christianisme politique s'est développé et les textes ont été détournés de leur sens originel pour justifier l'exploitation de la nature et des êtres humains et justifier une expression sociale pyramidale. Dans ce genre de conception sociale, les femmes sont toujours les premières victimes. En fait, la chasse aux sorcières correspond à une époque où la pensée se veut de plus en plus matérialiste et rationnelle. Ce n'est pas l'Église en soi qui a pour but de faire disparaître une manière d'être particulière, représentée par ces femmes appelées sorcières. C'est un mode de perception du monde qui inonde l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'on en arrive à l'idée reçue numéro 2, ce ne sont pas uniquement des religieux qui faisaient brûler les femmes.